cette longue Cinquième République. Attendez. Essayer de voir d'où est-ce que l'on vient en termes de modèle démocratique, de modèle de gouvernance. Je pense qu'il est toujours important d'avoir, de regarder dans le rétroviseur, de voir un petit peu en termes de socio-histoire ce que les structures politiques, les idéologies, les traditions étatiques nous lèguent et finalement nous façonnent aussi dans ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et donc, ce sera un petit peu l'objet aussi des dynamiques à l'œuvre et une réflexion peut-être plus prospective sur les recompositions en cours, sur lesquelles, en tant qu'association nouvelle, vous comptez agir. Alors, premier point, d'où vient-on? Ce sera la slide suivante, si vous voulez bien. Un peu avant. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on est en France, que l'on veuille ou non, on a un héritage sociopolitique d'un État surplombant, hein, d'un État qui a été conçu avant la Révolution française, nous dirait Alexis de Tocqueville, comme centralisateur. Et clairement, les enjeux que vous avez pointés en introduction, les enjeux de justice sociale, de justice territoriale, développement local, ont pendant des décennies été pensés exclusivement de manière verticale, de manière descendante par cet État qu'on a qualifié d'État-providence, d'État tutélaire, d'État keynésien, qui a effectivement profondément contribué d'ailleurs à, il ne faut pas s'en cacher, hein, à développer la Bretagne, hein, aux côtés du Célib, hein, à partir du début des années 50, avec la mise en œuvre de politiques d'aménagement du territoire extrêmement puissantes. C'est évidemment cette période, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez connu, ou au moins la fin des 30 Glorieuses, l'apogée d'un État surplombant qui, en Bretagne et ailleurs, a réussi à se construire une forme de légitimité. Comment? Eh bien, une équation tout à fait originale, où l'État était interventionniste, pour ne pas dire autoritaire, mais où la population adhérait à cet interventionnisme autoritaire à partir du moment où il était en mesure d'assurer une hausse des revenus et une baisse des inégalités sociales sur le territoire. C'est l'histoire glorieuse de l'État français durant les 30 Glorieuses. Alors, à côté de cet État surplombant, de ce modèle d'action publique qui, selon les secteurs social, agricole, industriel, a déployé ces modes de faire, on a vu se mettre en place, et ça renvoie évidemment directement à la crise démocratique que l'on connaît aujourd'hui, un régime semi-présidentiel. Depuis 1958, c'est-à-dire depuis les débuts de la Cinquième République, régime semi-présidentiel qui s'accélère avec évidemment le référendum positif, où il est proposé que le président de la République soit élu au suffrage universel direct, ce qui sera le cas à partir de 1965. Et là se met en place finalement une vie politique assez ordonnée, assez stabilisée, autour d'un clivage droite-gauche. Alors bien sûr, les droites sont diverses, notamment il y a un courant centriste orléaniste, une tradition bonapartiste gaulliste, et puis plus marginale, une tradition nationaliste ou d'extrême droite. Mais on va dire que les bonapartistes et les orléanistes finissent toujours par s'allier entre le premier et le second tour des présidentielles, comme à partir de la fin des années 60, les socialistes et les communistes le feront. Donc on a une logique de bloc
assez stable, qui, vous voyez, fait système avec ce que je vous ai dit avant. On a un État surplombant, interventionniste, autoritaire, avec une société où finalement les forces politiques, syndicales, les grands corps intermédiaires jouent un rôle de forte coordination, de représentation des intérêts sectoriels, des intérêts économiques, des intérêts sociaux et politiques. Donc une société stable, en dépit des crises qui ont été nombreuses, mais une société relativement stable. C'est tout à la fois ce régime semi-présidentiel, pour ne pas dire davantage, et ce modèle d'action publique extrêmement descendant qui aujourd'hui est en crise. Si vous voulez bien passer à la slide suivante. Un petit peu avant. Voilà. Premier point, je vous parlais de ce modèle interventionniste, extrêmement légitime à le faire parce qu'en capacité à réduire les inégalités. Plusieurs facteurs, à partir des années 80, vont bousculer ce modèle. Les chocs pétroliers vont renchérir le modèle industriel classique et le rendre coûteux. Le tournant néolibéral incarné par le reaganisme, le thatchérisme, vont assigner à l'État un rôle restreint dans la société en général et dans sa capacité notamment à intervenir dans l'économie. Les politiques sociales vont devenir de plus en plus coûteuses avec évidemment un chômage croissant et aussi de nouvelles questions sociales, de la pauvreté, du handicap, du vieillissement des populations qui vont venir progressivement accorder un poids tout à fait considérable à l'État-providence, alors qu'une nouvelle géopolitique et une nouvelle compétition mondiale s'accélèrent à partir de la fin et de la chute du mur de Berlin. 10 ans après, ou un peu plus de 10 ans après la chute du mur de Berlin, c'est la Chine qui rentre à l'OMC et c'est les débuts de ce qu'on a appelé la mondialisation, globalisation. Et donc, évidemment, en l'espace d'une quinzaine d'années, la géopolitique mondiale a complètement changé, l'économie mondiale a complètement changé. Pour trouver des marges de manœuvre, les États européens ont accéléré l'intégration européenne. C'est tout le travail de Jacques Delors et de ses équipes à partir du milieu des années 80. Revenez un petit peu, s'il vous plaît. Et qui va effectivement, alors à la fois aspirer une partie des compétences des États souverains en dotant l'Union européenne de capacités de négociation commerciale à l'échelle mondiale, la doter évidemment d'une politique monétaire, autant d'outils qui privent aussi les États, nations, d'outils classiques de régulation. Donc, et si on y ajoute cela, évidemment, la décentralisation, à partir du début des années 80, ce n'est pas propre à la France, il y en a plein d'autres pays qui se sont, par le haut et par le bas, on voit bien cet effet ciseau qui fait que l'État gaullien, l'État interventionniste, l'État-providence est très largement derrière nous et se déploie dans un monde, dans une géopolitique qui a radicalement changé. Ça va avoir des conséquences directes sur finalement le cadre cognitif et politique de notre 5e République. C'est la slide qui suit. On voit effectivement, à partir des années 80, monter en masse le chômage, et plus que le chômage, un doute fondamental sur l'efficacité finalement de notre modèle politique, un doute fondamental sur la capacité de nos décideurs à régler les problèmes collectifs et un doute aussi fondamental sur leur capacité à tenir leurs promesses.
Je vous rappelle, par exemple, hein, le tournant de l'austérité engagé par François Mitterrand. C'était en 1983-84, même chose en 1993. Bref, se produit dans toute cette décennie sous Mitterrand un certain nombre des premiers décrochages entre ce que l'on dit que l'on va faire et ce que l'on fait réellement. Ce sera reproduit à l'identique par Jacques Chirac au début des années 2000, où il célébrera dans sa campagne présidentielle les fractures et sans pour autant, à peu de moments, instruire ou en tout cas engager des dispositifs massifs de réduction de ces fractures. Si bien qu'on a vu en France, et ça c'était quand même un peu une exception hein, dans le monde occidental, monter progressivement la défiance institutionnelle et politique. Et c'est bien informé, notamment par le baromètre sur la confiance politique hein, du Cevipof de Sciences Po Paris depuis plus d'une dizaine d'années. On voit la perte de confiance dans la décision politique s'accroître. Elle s'accroît à côté de deux autres phénomènes, l'abstentionnisme, évidemment, hein, qui progresse régulièrement. Alors, ce n'est pas une progression toujours linéaire. Les campagnes présidentielles, hein, parvenant encore à mobiliser très fortement, on le verra cette année. Mais par exemple, j'ai en mémoire la campagne de 2007, hein, qui avait été une des campagnes présidentielles qui avait mobilisé le plus fort l'électorat de ces 30 dernières années. Mais même si c'est un peu sinuosidal, on voit bien que l'abstention progresse, que ce soit pour les élections législatives ou pour les élections locales et régionales. S'y ajoute une forme de déclinisme, c'est-à-dire le discours universaliste à la française, ce sentiment d'être un phare pour l'humanité, clairement, s'est fracturé et la tectonique des plaques a généré toute une série de discours sur voilà, le déclin de la France, sur différentes thématiques et on a tous en tête des auteurs là-dessus. Alors, la troisième conséquence, ce sont des valeurs, évidemment, valeurs traditionnelles en crise. Une montée de l'euroscepticisme, par exemple, hein, alors un peu moins fort aujourd'hui, mais qui était très forte dans la première décennie des années 2000, hein, voilà, avec évidemment des décideurs nationaux qui souvent cédaient à la facilité de dénoncer l'Europe et donc qui ont aussi créé le terreau d'une forme de populisme, hein, avec la montée des forces anti-système aussi bien à droite et à gauche à partir de la fin des années 80, début des années 90, et ça ne s'est pas arrêté depuis. Et puis tout cela alimenté par une transformation fondamentale de la société française, dont on perçoit certains signaux, alors qui ne sont plus faibles, mais qui restent modérés en Bretagne. Mais clairement, nous sommes aujourd'hui dans une société multiculturelle, même si nos décideurs politiques n'osent pas le dire. Évidemment qu'elle est multiculturelle, et il faut sans doute aussi avoir courage de le dire et d'en assumer les conséquences. Alors, un modèle donc qui a fini par se bloquer, ce modèle qui semblait si vertueux, si stable de la Ve République et de la tradition étatique à la française, au début des années 2000, paraît complètement bloqué. Alors, slide suivante, si vous voulez bien. Bon, alors, ce qui fait dire à certains auteurs, je pense notamment à tout un travail qui a été fait sur la montée des populismes hein, par Martial Foucault de Sciences Po Paris, etc.,
d'économistes qui ont été associés à ces travaux et qui parlent d'un schisme économique et social. C'est-à-dire, ces 30 dernières années, on assiste à une remontée des inégalités socio-économiques qui semblait en passe d'être peut-être pas éradiquée, mais assez largement limitée pendant les 30 Glorieuses, et une panne croissante également de l'ascenseur social. Confère ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, avec ce sentiment exprimé d'une injustice à la fois sociale et territoriale, d'une injustice également en termes de vie, la vie chère, les budgets contraints, et puis la nécessité de faire des changements demain, des changements notamment écologiques qui vont notamment porter sur la civilisation de l'automobile, sur la civilisation périurbaine, qui n'est pas celle des bobos urbains. Donc là, on a un schisme économique et social qui s'est opéré, qui est sans doute plus fort, évidemment, dans l'Est ou dans le nord de la France qu'en Bretagne, mais qui a vu une détérioration des conditions de vie des classes moyennes et populaires, qui sont très bien documentées, et ça s'est matérialisé très concrètement dans le vote, avec un vote ouvrier qui a glissé vers le Rassemblement national aujourd'hui, d'abord le Front national, aujourd'hui le Rassemblement national, avec évidemment les succès électoraux que l'on connaît. Une montée de l'individualisme et une confiance interpersonnelle. Alors la montée de l'individualisme, ce qui ne veut pas dire la fin de l'associationnisme, vous en êtes une bonne illustration, mais clairement les grands corps intermédiaires qui tenaient la société que vous avez tous connus, que ce soit du côté du monde laïque ou du monde confessionnel, on avait à la fois dans le monde de l'éducation populaire, de l'éducation catholique, des associations sportives et culturelles, là, des grands corps intermédiaires qui tenaient la société avec des milieux politiques. Ça renvoyait évidemment à des pôles plutôt de droite, plutôt de gauche, mais ça innervait évidemment toute la société. Cela a largement, peut-être pas disparu, mais c'est complètement affaissé au profit d'un individualisme, et alors, non pas d'un désengagement des citoyens dans la société, mais pour reprendre l'expression d'un bouquin là, qui vient de sortir, d'une Réjeanne Sénac, d'une collègue de Sciences Po Paris, qui parle de mobilisation fluide et radicale désormais, sur toute une série de causes, les causes sexuelles, les causes animalistes, les causes sociales, etc., écologiques. On voit des registres de mobilisation souvent plus courts, plus émotionnels, plus spectaculaires, mais qui ne vont pas forcément accroître l'envie des citoyens de participer à la vie politique. Ils vont se mobiliser sur autre chose, sur des temps courts, parfois sur des choses qui touchent directement leur cadre de vie, mais sans pour autant enrichir, on va dire, le bien commun, ou de manière extrêmement partielle. Voilà, ce qui pose évidemment la question plus tard de l'intérêt général. Donc, la montée des populismes, alors en Bretagne, on y est sans doute moins confronté qu'ailleurs, mais il est quand même aussi perceptible. Il est perceptible avec la progression du Rassemblement national dans certains quartiers périurbains, dans certaines ruralités en souffrance, dans certains ports de Bretagne en souffrance, dans certaines, ça c'est plus ancien, zones de résidence secondaire aussi, où des retraités fortunés peuvent craindre effectivement que leur cadre de vie soit radicalement changé si la société bretonne devait suivre la trajectoire d'autres sociétés locales. Bon,
la montée des populismes, c'est évidemment la toile de fond de la création aussi de votre association. Alors évidemment, le populisme n'est pas très fort en Bretagne, mais les ingrédients du populisme sont aussi présents dans la société bretonne. Alors, tout cela se déployant dans un paysage de gouvernance différent, où vous avez une société plus éduquée, ce qui ne veut pas dire que la société fait moins de fautes d'orthographe, mais vous avez des classes d'âge qui arrivent à 85% à avoir le bac. Donc, on les a éduqués à avoir un esprit critique. La société gaulienne, l'autorité était l'autorité de l'ingénieur, l'autorité de l'élu, l'autorité de l'instituteur n'était pas discutée. Aujourd'hui, elle l'est, en permanence. Et donc, ça pose toute une série de difficultés. Hein. Il ne faut pas le nier. Et vous ne devez pas, je pense, vous aussi, association un peu nouvelle, qui veut être disruptif dans la vie politique, ne soyez pas naïfs. Vous serez confrontés à cela, c'est-à-dire à des contestations permanentes aujourd'hui, d'intérêts particuliers, de gens qui n'acceptent pas l'autorité pour des bonnes ou de mauvaises raisons, mais qui rendent l'action publique pour l'intérêt général de plus en plus compliquée. Ça renvoie évidemment à une société aussi plus individualiste, je l'ai déjà évoqué, et à une société plus connectée. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui a le bac, en 3 clics, il va sur Wikipédia, il se fait une idée de, je ne sais pas moi, parce que de la méthanisation, et il va monter une association contre la méthanisation, en quelques clics, hein, et trouver un argumentaire qui se tienne à peu près. Alors, vous pourrez me dire, c'est positif, oui, c'est positif, c'est enrichissant, et en même temps, vous voyez, ça peut être très éruptif et sans être toujours très positif à long terme pour le débat local. Donc là, il y a un vrai débat à avoir là-dessus, sur ces questions-là. Et puis, bien sûr, je l'ai dit, une société plus cosmopolite. Là encore, c'est sans doute moins vrai dans les campagnes bretonnes, encore que moi, étant originaire de Pontivy, je me balade de temps en temps à Pontivy, et le Pontivy d'aujourd'hui est bien plus cosmopolite que lorsque j'avais 18 ans. Donc la société change, même à distance. Alors, tout cela m'amène à évoquer un deuxième point dans la recomposition de la gouvernance locale, parce que vous êtes une association qui, évidemment, portait un discours de renouvellement de la démocratie, mais vous êtes amené un jour peut-être à exercer le pouvoir. Et donc, il faut savoir dans quel contexte vous aurez à exercer le pouvoir. Parce qu'entre, vous voyez, des logiques de plaidoyer et des logiques d'exercice du pouvoir, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que parfois, le grand écart est compliqué. Et donc, on est dans une gouvernance à la française quand même, à l'échelle locale, qui est très ligotée. Pourquoi? Parce que d'un côté, la décentralisation est assez inachevée. On est resté sur une espèce de millefeuille institutionnel où, on a, je vous rappelle quand même, 40% des communes de toute l'Union européenne. On a bien sûr créé des EPCI, des intercommunalités, mais elles n'ont pas, évidemment, toutes compétences, elles ne sont pas élues au suffrage universel direct, et en même temps, elles ont transféré et assurent aujourd'hui les compétences les plus structurantes. Donc, vous allez être confronté à une espèce de dissonance démocratique. C'est-à-dire que la légitimité démocratique reste à l'échelle communale. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous ont mené ce combat en 2020 à cette échelle. Mais la plupart des enjeux structurants ne se situent pas. Disons que pour le bien-être, pour la proximité, il y a encore des compétences communales qui sont intéressantes. Mais si vous voulez vous déployer
pensez l'avenir de votre territoire, l'intercommunalité est au moins aussi importante que la commune. Avec des jeux d'échelle qui sont compliqués, avec des citoyens qui ne perçoivent pas eux-mêmes la différence entre chaque tuyau institutionnel, si vous voulez. Donc, on est dans un qui fait quoi extrêmement flou pour le citoyen. Et donc, ça doit aussi vous interroger, ça, en tant qu'association. D'autant que l'État, d'une certaine manière, s'est adapté à ce millefeuille institutionnel. Il a décidé depuis une vingtaine d'années de se retirer, bon an, mal an, des territoires. Bon, alors, en dépit des discours politiques, il y a de moins en moins de compétences dans les services déconcentrés de l'État, notamment à l'échelle départementale. Tout se concentre au minimum à l'échelle régionale. Et encore, ce qu'il fait de mieux aujourd'hui l'État, c'est de gouverner à distance, par la fiscalité, par des grandes agences de type ANRU, de type ANCT, etc. Et via des appels à projets, où on met en concurrence les territoires sur des questions sociales, sur des questions de pauvreté, sur des questions de développement économique, de relance, de tout ce que vous voulez. Il n'y a plus besoin, à l'heure du numérique, à l'heure de la dématérialisation, d'avoir des services déconcentrés de l'État. On les maintient parce que les élus locaux le réclament. Mais si j'étais, on est entre nous, hein, si on pouvait pousser le raisonnement assez loin, on va dire, est-ce qu'on peut se priver d'un sous-préfet? Oui. Est-ce qu'on peut imaginer ce préfet se passer de toute une série de services déconcentrés? Aujourd'hui, la réponse est quasiment oui. Sauf que, voilà, cet ensemble, cet appareillage des pouvoirs publics qui reste extrêmement complexe, très peu visible pour le citoyen lambda et génère des coûts de transaction tout à fait importants. Donc, c'est dans cet univers-là que vous allez devoir construire votre programme de régénération politique. Alors, d'autant plus qu'il s'est quand même passé des choses. On a vu en 2017, ça ne vous a pas échappé, et vous en êtes quelque part les petits-enfants, une implosion du système partisan de la Ve République. Cet élément de stabilité que je vous décrivais il y a quelques minutes a implosé avec l'émergence d'une force centrale, la République en marche, qui a contribué au rajeunissement, au renouvellement. Si on y ajoute là-dessus les effets de la parité aujourd'hui, la fin du cumul instauré entre un mandat national et un mandat local instauré par François Hollande, on voit bien qu'il y a de nouvelles têtes et de nouvelles figures à l'échelle extrêmement locale comme à l'échelle nationale de nos décideurs. Donc, mais ce renouvellement, alors qui a quand même pris tout le monde de court, ne s'est pas véritablement concrétisé par une baisse de la défiance politique. C'est ça qui est très grave. Et c'est là où, d'une certaine manière, enfin très grave, en tout cas très, très préoccupant. Et c'est là où, à mon avis, l'action de votre association a tout son sens. C'est-à-dire que la défiance politique n'a pas baissé sous Macron. Pas du tout. La perte de confiance dans la décision politique sont à peu près au même niveau qu'en 2017. Et la montée des extrêmes, à gauche comme à droite, et voilà, les populismes restent évidemment tout à fait virulents. Ça ne vous a pas échappé. Ils sont même, évidemment, il faut être très prudent, mais enfin, si on faisait simplement de l'addition entre Zemmour, Le Pen d'un côté, et si on y ajoutait un peu de Mélenchon de l'autre, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de populisme. Et puis, à côté de ça, on a vu un gouvernement et puis des initiatives locales très enclines à développer la démocratie participative. On voit bien que depuis une dizaine d'années, il y a une quête de démocratie participative
On recherche l'expertise d'usage. Monsieur Kerjean parlait tout à l'heure de la nécessité de partir d'expériences très concrètes, d'innovations très concrètes. On voit que c'est vrai au niveau local, et la Bretagne a été et est une terre d'innovation en la matière, mais qu'également au niveau national. Pensez à la Convention sur le climat, il y a une espèce de quête perpétuelle pour trouver une nouvelle forme d'adhésion populaire. On est en quête d'adhésion. Et ça rend la démocratie participative très compliquée. Il y a des outils classiques que l'on connaît, qui sont pratiqués, budget participatif, jury de citoyens, etc. Mais au-delà de ça, c'est véritablement la crise démocratique qui est dans les têtes de tous nos décideurs, de l'échelle locale à l'échelle nationale, en passant par l'échelle européenne. Comment retrouver de l'adhésion dans la décision politique, dans la chose publique? Et là, évidemment, personne n'a véritablement la réponse, avec des abstentions qui restent très fortes, des niveaux de défiance politique qui restent très hauts et des populismes qui restent extrêmement vivaces. Alors, pour terminer cette présentation, je terminerai par 4 enjeux. 4 enjeux qui, me semble-t-il, sont au cœur des politiques territoriales contemporaines, qui sont au cœur du fait politique territorial en Bretagne comme ailleurs, et que vous serez contraint, obligé de vous colter, si vous me permettez l'expression, dans les mois à venir. Vous avez déjà commencé à le faire à travers les programmes que vous avez pu contribuer à construire, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle régionale. Il y a d'abord un enjeu, et c'est le premier, c'est l'enjeu de durabilité, on l'a tous en tête. C'est-à-dire l'enjeu pour toute action publique, qu'elle soit à l'échelle locale ou européenne aujourd'hui, elle est de préserver, de valoriser ce que j'appelle les biens communs, ce que beaucoup appellent les biens communs. Et donc, pour cela, il faut anticiper, il faut se projeter, d'où votre projection à 2030. On a besoin de… Alors, la difficulté, bien sûr, là, c'est que les cycles politiques, eux, n'ont pas 20 ans, n'ont pas 10 ans. Les cycles politiques en France, c'est 5 ans, c'est 6 ans. Donc, il y a une grande difficulté à mettre une empreinte de durabilité dans les cycles politiques que l'on connaît. D'où nos difficultés et les injonctions contradictoires entre ce qui s'annonce et ce que l'on fait, entre les catastrophes qu'on nous annonce et le peu de réalisation que l'on arrive à mettre en œuvre. Anticiper, ça veut dire aussi expérimenter, c'est-à-dire qu'il faut être autonome pour cela. Il faut sans doute reconnaître, valoriser les projets de territoire. Je pense que vous êtes tout à fait dans cette philosophie et je m'en félicite. C'est par la valorisation des pratiques locales, par la valorisation entre guillemets, des success stories que l'on va pouvoir monter en généralité et espérer préserver ces biens communs. Et donc, l'enjeu d'autonomie aujourd'hui, d'autonomie par rapport à des chocs exogènes, peuvent être très puissants. On l'a vu avec la pandémie. J'espère qu'on ne le reverra pas avec d'autres types de chocs, mais il y a un enjeu d'autonomie énergétique, d'autonomie agricole, d'autonomie économique, qui sont aujourd'hui tout à fait importants. Tout cela ne se fera pas seul, ne se fera pas dans une tour d'ivoire. Donc, il va falloir faire adhérer. Donc, l'adhésion, l'acceptabilité par l'ensemble des citoyens de la nécessité de ce bien commun et de la nécessité d'être davantage autonome et de peut-être moins réclamer à l'État et d'être plus en capacité de faire
par soi-même nécessite d'avoir un dispositif démocratique robuste qui donne une légitimité. J'interviens souvent pour des élus qui ont été élus en 2020 ou en 2021, et je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils sont très conscients de la fragilité de leur légitimité. Voilà, vous voyez, ce n'est pas simplement le fait d'être élu, mais par qui avez-vous été élu? Quel pourcentage sur une liste électorale? Il y a des gens aujourd'hui qui sont élus, notamment aux élections départementales, par à peine 10% d'une liste électorale. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de légitimité? Voyez, donc ça, c'est un enjeu évidemment. Et puis, il ne faut pas l'oublier, parce que j'aime bien le rappeler, c'est l'enjeu d'efficacité, l'enjeu de performance, d'optimisation. Alors, je sais que ça ne fait pas toujours plaisir aux associations quand je dis ça, mais je le dis quand même, parce qu'on est dans un système à la française où on a un niveau de dépenses publiques parmi sans doute le plus élevé du monde occidental, pour une efficacité quand même tout à fait relative. Donc, je ne pense pas qu'on puisse continuer comme ça sur la même trajectoire, avec plus de 120% de dette de PIB, autant de niveaux d'organisation qui sont redondants la plupart du temps, etc. Donc, si on veut être un peu sérieux de mon point de vue, il faut aussi quand même intégrer dans le raisonnement l'optimisation des échelles d'action publique et les coûts des services publics. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre écoute. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions déjà dans le chat et je suis évidemment à votre disposition maintenant pour échanger.